Qu'est-ce que rêver? Entre nos larges périodes éveillées, il existe ce territoire inconnu, profond et ténébreux, que chaque créature vivante traverse de façon différente. Nous passons un tiers de notre vie dans cette antre ténébreuse, que l'on nomme sommeil. Il convient donc de s'interroger sur ce qu'il se passe quand, exténués, nous ouvrons la porte du monde de Morphée, paradoxalement, en fermant les yeux. On décrit le sommeil comme une perte de conscience, mais est-ce seulement le cas? On sait que l'activité du cerveau est la même pendant le sommeil paradoxal que durant l'éveil, d'où le nom de cette période située au plus profond de nos nuits. Nous continuons à en penser même si notre corps dit le contraire. Nous sommes toujours conscients dans notre inconscience. Nous sommes toujours là. Mais où? Sommes-nous dans une pièce sombre décorée par nos fantasmes? Sommes-nous dans notre propre esprit où l'imagination est la seule limite? Sommes-nous dans un univers différent accueillant nos âmes égarées? Ou sommes-nous tout simplement toujours là? On appelle hypnophobie la peur de dormir. Cette peur peut venir de la vulnérabilité que l'on acquiert en lâchant le contrôle de notre corps, de la crainte de ce qu'il peut arriver pendant que nous sommes sous la tutelle de Morphée, mais aussi d'une terreur plus existentielle, celle de ne pas être, de ne plus exister consciemment, une terreur comparable à celle de la mort, du néant, où la conscience de notre existence s'efface progressivement, au profit des ténèbres. Pourtant, faut-il craindre le sommeil? Nous fermons les yeux, puis, quelques minutes, quelques heures plus tard, nous les réouvrons, changés. Le sommeil est un voyage, d'un point de temps à un autre, à travers les ténèbres de notre inconscient. Ce voyage, nous l'entreprenons tous les jours, tous les soirs, et il nous emmène dans le lieu le plus fascinant créé par l'esprit. Un lieu où l'architecture est modelée par l'imagination, et où se meuvent les plus incroyables des personnages, où se racontent les plus entraînantes des histoires, où se posent les plus fondamentales des questions. Oui, le sommeil est le territoire des rêves. Beaucoup pensent qu'ils ne rêvent pas, mais je pense que c'est faux. Tout le monde rêve, mais certains ne s'en souviennent juste pas. Le voyage, l'oubli, des thèmes liés de si près au rêve qu'ils en sont presque indissociables. Alors je repose la question. Qu'est-ce que rêver? Pour beaucoup, le rêve est une succession d'images, d'histoires sans rapport logique, un conte totalement hors de contrôle que notre esprit se raconte la nuit, peut-être pour se rassurer dans les ténèbres de l'inconscient. Mais en vérité, le rêve est plus qu'une histoire. C'est au moins un voyage, une traversée sentiente d'un espace compact de sensations, de sentiments, d'images, de sons. Il y a dans le rêve une inexplicable intrication entre les ressentis, comme s'il existait une sensation de rêver, une sensation retrouvée uniquement derrière la porte de nos nuits. Et si c'était ça rêver? Retrouver cet unique ressenti qui nous accompagne durant nos voyages nocturnes et qui, modelé par l'imagination, forme l'architecture de nos songes. Les histoires que nous vivons la nuit ont une valeur particulière, car nous les vivons. Nous sommes les témoins et les acteurs d'épopées formidables, qu'elles soient belles, effrayantes, irrationnelles ou même ordinaires. Ces histoires sont nos voyages personnels à travers nos espaces oniriques propres. Avez-vous déjà essayé de raconter à vos proches un rêve qui vous a marqué, que vous souhaitez partager comme une œuvre d'art que vous adulez? La plupart du temps, votre auditoire esquisse un sourire devant l'absurdité de l'histoire que vous lui racontez. Vous avez beau y mettre toute la volonté du monde, les autres restent imperméables à la beauté de ce que vous avez vécu. Cela même si vous décrivez à la perfection l'histoire. C'est car le rêve est plus qu'un conte que vous avez vécu. Il s'accompagne de cette mystérieuse sensation qui semble donner sens à vos nuits. Cette sensation de rêve. Quelle est donc cette sensation? Et de surcroît, peut-on la transmettre à autrui? Peut-on la représenter? Alors commençons par donner un nom à cette entité que l'on cherche à atteindre. Si dans nos rêves, il existe cette sensation onirique, alors la projection dans l'art de celle-ci devrait s'appeler esthétique onirique. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fasciné par l'onirisme. Déjà enfant, j'accordais une très grande importance à cet espace hors de notre monde, et j'ai très vite tenu un carnet de rêves où j'ai consigné parmi mes plus belles expériences oniriques. Cette fascination, que l'on pourrait apparenter à une passion, m'a amené au fil du temps à devenir à la fois un chercheur de l'esthétique onirique, mais aussi un voyageur de mon propre esprit, parti à la recherche de nouveaux horizons nocturnes. Et la première des découvertes, la plus évidente d'entre elles, c'est que l'onirisme ne se trouve pas que dans les rêves. Il est partout autour de nous. Il est là quand nous sommes nostalgiques, quand nous traversons la nuit, quand nous regardons l'hiver à travers nos fenêtres, quand la mélancolie s'empare de nous, quand nous fêtons le soir. Et sa source la plus abondante, là où nous trouvons l'onirisme le plus fondamental, et quand nous nous retrouvons, à nouveau, comme chaque nuit, dans l'antre de nos songes. Peut-on représenter le rêve? Et surtout, comment représenter le rêve? C'est la question que je me suis posée. Comment atteindre l'esthétique onirique? C'est une question qui s'est beaucoup posée dans tous les médiums artistiques, et peu nombreux sont ceux qui se risquent réellement à proposer des réponses. On ne peut parler du rêve au cinéma sans évoquer son maître, qui a imposé son travail comme base de l'esthétique onirique actuelle. Cet homme, c'est David Lynch, probablement l'un des cinéastes les plus talentueux et fascinants qu'il existe. Tout son travail représente l'esthétique onirique au point où elle est actuellement. Il est le plus grand chercheur du rêve que ce monde porte. Nous allons donc essayer de comprendre ce qui fait l'essence de son travail, et nous allons réfléchir à comment le dépasser.
Mais avant d'en arriver au sommet, nous avons du chemin à parcourir, des œuvres à comprendre et une esthétique à établir. On appelle onironautes les prétendants au titre de rêveurs lucides. Alors je vous propose de nous faire onironautes. Mais au lieu d'aller chercher la conscience dans le rêve, allons au plus profond du royaume des songes, là où l'esprit se tord vers d'improbables horizons. Les onironautes ont ce qu'on appelle un test de réalité, qui permet lors du songe de s'apercevoir qu'on rêve, et donc de déclencher la lucidité. N'importe quel objet peut servir cette technique, et ce n'importe quoi devient alors une formidable machine à voyager dans les rêves. Alors créons nous aussi une machine à voyager dans les rêves, créons-la dans notre esprit à partir de matériaux de notre choix. Créons une machine fantasmée qui nous emmènera au plus profond des ténèbres du sommeil. Je vous propose maintenant de partir grâce à elle dans le royaume des rêves. C'est une longue épopée qui nous attend là-bas, mais les histoires qui nous y attendent sont parmi les plus belles que l'homme ait créées. Je voudrais que cette chronique soit le journal de bord de ce voyage. Soyons prêts à découvrir ce qu'est l'esthétique onirique, et soyons prêts à la dépasser. Ensemble, nous irons vers l'inconnu. Au-delà de cette esthétique, nous en créerons une nouvelle. Le néonirisme. Ne serait-ce pas un bon nom pour notre machine ?